Talève, pays de l'Oufa, fin Samonios. À Sardamène, les navires sillonnaient autant les mers que les airs grâce aux avolares, des pierres bleues extraites des hautes montagnes, taillées en forme de losange et qui, selon l'envergure du bâtiment à soulever, étaient plus ou moins grosses. Otu détenait l'une de ces pierres. Grâce à ce pouvoir, libéré par le quartier-maître au début du périple, l'Oribus s'était élevé avec douceur et avait commencé un voyage de 3 semaines dans les airs. Au début, Kémia se promenait sur le pont émerveillée. Elle s'était amusée à grimper dans les haubans pour voir la terre d'encore plus haut, mais le train-train avait fini par s'installer et l'ennui et un compagnon trop familier avaient repris sa place. Il y avait aussi cette douleur qui ne la quittait pas et les marques qui s'étendaient maintenant un peu partout sur son corps. En plus de cela, elle sentait peser sur elle les regards insistants des marins. Certains superstitieux se demandaient si elle n'allait pas apporter des malheurs sur le bateau, alors que d'autres, les plus nombreux, l'observaient avec convoitise, ce qui l'incitait à barricader la nuit la porte de sa cabine. Pourtant, Otu lui avait assuré que personne ne l'importunerait, car elle était une protégée de Hook, et aucun homme à bord ne serait assez fou pour défier sa colère. Mais il avait ajouté qu'il existait aussi des inconscients. Alors, en journée, elle s'enfermait dans la cabine du capitaine, où les marins n'étaient pas autorisés à se rendre. Ce fut d'ailleurs là que, voulant savoir où se situait Talève, leur destination, elle étudia une carte que Otu avait étendue en travers de son bureau. Talève était une ville située à l'extrême pointe sud du continent, sur la côte, au-delà d'un désert que Kémia se félicitait de ne pas traverser à pied. Otu lui avait dit qu'il jetterait l'ancre à l'entrée de la ville et qu'il serait plus prudent de rester en l'air afin de partir plus rapidement en cas de besoin. Malgré tout, elle prit du plaisir certains soirs à écouter les histoires colportées par les matelots. Légendes de créatures marines, serpents de mers et sirènes. Ils savaient donner le ton à leurs récits qu'ils accompagnaient volontiers de chants, certains lugubres, d'autres tristes mais entêtants. Ils n'étaient pas non plus en reste pour parler du Tanen Tigern. D'après un marin, il mesurait 9 pieds de haut, c'était un géant à la peau grisâtre, sans vêtements, qui allait toujours d'un pas lourd, le torse hérissé des lames des épées enfoncées jusqu'à la garde par les plus braves ou les plus inconscients qui avaient essayé de le tuer. La respiration sifflante et le souffle rauque, il ne parlait pas. Sa voix résonnait pourtant dans la tête de ses serviteurs, tel un cri arraché au tréfonds des enfers. Son crâne chauve n'avait pour seul organe qu'une bouche sans lèvres, pas d'oreilles ni d'yeux, et il était surmonté d'une couronne de fer hérissée de pointes plantées dans sa chair. Il parlait aussi de la marque que portaient toutes les victimes de Tanel Tigern, un signe marqué au fer rouge dans la main gauche de tous les hommes, de toutes les femmes et les enfants qu'il avait tués, la marque des ténèbres. Il se disait que si une personne en vie portait cette marque, cette personne était soit maudite, soit bénie des dieux. Lorsqu'ils arrivèrent en vue de Talève, Kémia était accoudée au bastingage, soulagée de bientôt pouvoir quitter ce navire. Elle faisait rouler la pierre d'ambre entre ses doigts quand Otu l'aborda. « Un beau bijou vous avez là? Je pourrais vous en donner un bon prix ?» Elle la rangea dans sa poche sans accorder un regard au pirate. « Nous arrivons bientôt. Je vous débarquerai. Vous me paierez et nous serons quittes. Et vous me présenterez votre ami qui m'emmènera chez Azir. »« Oh oui !» assura-t-il avec un sourire. Ils arrivèrent en fin d'après-midi. Une fois qu'elle eut descendu l'échelle de corde attachée à la rambarde du navire, Kémia retrouva le capitaine qui était déjà à terre, occupé à superviser le déchargement de la cargaison. Plusieurs fois lui rappela sa promesse, mais il prétendait toujours être submergé d'affaires urgentes et qu'ils en parleraient plus tard. Étouffant quelques jurons, elle choisit de visiter la ville plutôt que de s'ennuyer en attendant qu'Otu veuille bien s'occuper d'elle. Après avoir défait les manches de sa chemise, harassée par la chaleur, elle entra dans Talève par l'immense porte qui clôturait le mur d'enceinte. Cette ville était surnommée la Ville Rose. En effet, sous la lumière du couchant, les bâtiments avaient une teinte rosée que rehaussaient les coupoles et les mosaïques turquoises dont les murs étaient décorés.
À l'image de la Perse telle qu'on se plaît à la représenter dans les films, cette ville était lumineuse, rayonnante de couleurs et de senteurs, avec ses draps bariolés que l'on avait tendus pour faire de l'ombre sur des salons de thé improvisés, ses fruits secs rassemblés dans des paniers et les arômes que dispensaient les épices sur les étals, ses tapis exposés sur le sol et les murs, ces turbans qui couronnaient les visages ridés par une antique mémoire, ces saris portés par les femmes et leurs lèvres incarnates qui se devinaient derrière des voilettes diaphanes ornées de bijoux, ces peaux tannées par le soleil et ces hommes du désert qui, pour affronter les tempêtes, ne laissaient voir que leurs yeux au ton si vif qu'on croyait se noyer dans l'eau claire de la rivière qui serpentait dans la ville. Se laissant porter par les odeurs et les sons, Kémia parcourut les ruelles au milieu des enfants qui chahutaient, des vendeurs qui racolaient et des amants qui roucoulaient. Sous l'œil de rombières aux herbes bonhommes, parées de chignons, des jeunes femmes habillées de vêtements larges et fluides, dont les teintes égrenaient les couleurs de l'arc-en-ciel, ramenaient sur leur front des voiles aussi épais qu'une gaze, tout en laissant dépasser une mèche de cheveux devant de jeunes hommes en dhoti, torse nu, couverts de gilets chamarrés qu'agrémentaient des pointes de topaze. Dans cet océan polychrome, où se fondaient toutes les nuances que la peau pouvait prendre, Kémia vit soudain une jeune femme aux cheveux crépus qui peinait sous la lourde charge que lui imposait le sac sur son dos et les 4 pastèques qu'elle tentait vainement de porter dans ses bras. Quand l'une lui échappa et roula vers Kémia, elle s'empressa de la récupérer pour la lui rendre. « Merci », lui dit-elle d'une voix étouffée qui trahissait sa méfiance à l'égard d'une étrangère. « Voulez-vous que je vous aide ?» La jeune femme hésita, mais sous le poids qui la terrassait, elle finit par accepter. Kémia prit 3 pastèques et la suivit jusqu'à l'arrière-cour d'une maison de terre cuite, cubique comme toutes les autres, dont l'unité était rompue çà et là par des poutres saillant à travers des murs. Les fenêtres étroites étaient fermées par un treillage que rongeait la chaleur, alors que d'autres maisons avaient des vitraux. Kémia supposa que cette jeune femme était pauvre. Elle remarqua à l'intérieur, tandis qu'elle déposait son fardeau, une table basse sur laquelle trônait un élégant service à thé dont les verres étaient décorés de dorures et une théière si belle que c'était peut-être le bien le plus précieux de la maison. « Comment puis-je vous remercier ? Puis-je vous offrir à boire ?»« Non, ça ira. Du lait de chèvre » insista la jeune femme, soucieuse de s'acquitter de sa dette. Elle lui désigna l'animal de son doigt. Kémia observa la bête derrière elle, attachée à un piquet, entourée de 3 poules qui allaient et venaient dans cette cour que fermait un simple rondin posé entre les 2 piliers de terre cuite. Elle consentit. Son hôtesse, esquissant un premier sourire, se mit à traire l'animal, puis elle transvasa le liquide dans une sorte de gourde qu'elle tendit à Kémia. Elle but et réprima aussitôt une grimace. Le lait de chèvre n'est pas du goût de tout le monde. Par politesse, elle en reprit néanmoins une gorgée. « Vous êtes venu à bord de l'Oribus ?» lui demanda-t-elle. « Oui. »« Vous venez d'où ?»« L'autre côté de la passe. »« Vous fuyez la guerre ?»« Pas exactement, je suis en mission. »« Vous êtes un soldat ?»« Si on veut, je recherche quelqu'un. »« Qui, si je puis me permettre ?» Kémia hésita. Mais vu qu'Otu n'était pas disposé pour le moment à lui présenter son ami, elle se dit que la jeune femme pourrait peut-être l'aider. « Azir, ça vous dit quelque chose ?» La talévoise parut abasourdie. « Azir ? Mais les gens, ils disent qu'il se trouve dans la forêt des Astes. » Kémia vacilla, un sourire jaune sur le visage. « La forêt des Astes ?» Elle s'accroupit et traça dans la poussière un dessin grossier du continent. « Ça, c'est la passe, » dit-elle en creusant un sillon au milieu. « Et nous sommes là. » Elle marqua à lèvres d'une croix dans le coin inférieur droit. La jeune femme s'était baissée. « Et si mes souvenirs sont bons, la forêt des Astes est par là. » Elle fit un rond au bord de la partie gauche du tracé, au milieu. « C'est ça, » dit la jeune femme, « dans le pays des Diques. Je viens du pays de Liac. » marmonna Kémia, crispée. « Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici alors ?»« Parce que l'imbécile de pirate qui m'a amené m'a infirmé qu'il me déposerait à la moitié du chemin.
dit-elle en se relevant une violente douleur sous les côtes. « Si vous voulez bien m'excuser, je vais les lui dire 2 mots. » Poing fermé, elle sortit de la cour. Elle ne courait pas, son genou l'en empêchait, mais elle rejoignit très vite le point d'amarrage du bateau. Elle s'aperçut alors que la jeune femme l'avait suivie. Elle trouva Otu qui, depuis le sol, dirigeait ses hommes qui manœuvraient pour charger et décharger des caisses. Sans doute l'un de ces marins le prévint-il de l'arrivée de Kémia, puisqu'il se retourna et, voyant les traits de colère dessinés sur son visage, il tenta de lui échapper en se mettant à grimper sur l'échelle de corde qui pendait du navire. Kémia, sans s'arrêter, se baissa, se saisit d'une pierre et la lança dans sa direction. Le projectile atteignit la main d'Otu. Dommage, elle visait la tête. Le pirate, lâchant le barreau, retomba sur le sol. Il se réfugia alors derrière des caisses qui attendaient d'être hissées à bord. Il n'y avait plus que sa tête qui dépassait. « C'est ça que vous appelez la moitié du chemin ?»« Tout dépend du point de vue, dit-il. Qu'est-ce que vous comptiez faire ? Réembarquer et me crier d'en haut que la forêt des Astes est aux antipodes de Taleb ?» Imprudemment, il sortit de sa cachette et s'approcha d'elle. « Je suppose que c'est... » commença-t-il. Se heurtant à son regard noir, il changea de stratégie. « Bon, écoutez, ma jolie, j'ai des affaires plus pressantes et surtout plus vitales qui requièrent toute mon attention. »« Ah bon ?» répondit Kémia, feignant d'être compréhensive. Sans crier gare, elle lui asséna un coup de poing au milieu de la figure. Le bonhomme se retrouva assis sur le sol, les mains sur son nez. « Des affaires qui vous donnent le droit d'escroquer une pauvre femme sans défense ? Permettez-moi d'émettre un doute sur cette affirmation, balbutia Otu. Un problème, messieurs, dames ? Les interrogea une voix grave et basse. Kémia se tourna vers le nouveau venu. Un homme massif, chauve, une épaisse moustache, torse nu, les poignets serrés de bracelets d'or, vêtu d'un dhoti violet et armé d'un sabre recourbé. 2 hommes armés l'escortaient. « Votre éminence !» susurra Otu en se relevant pour exécuter une courbette disgracieuse. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Je me suis pris les pieds dans les cordes, » mentit le pirate. L'homme, manifestant son mépris par une grimace, reprit « Mon sultan aimerait vous voir demeurer à la fête de ce soir. Vous pourrez régaler la cour de vos histoires. »« Avec un immense plaisir !» accepta Otu en se courbant à nouveau, la main toujours sur le nez. Satisfait, le groupe les laissa, non sans avoir jeté un œil réprobateur aux caisses renversées par la chute du pirate. « Bon, de quoi causions-nous avant que vous n'usiez d'arguments percutants ?» demanda ce dernier qui venait de remettre son nez à sa place. « Vous allez m'emmener à Azir » lui ordonna Kémia en le saisissant par le col. « Ah, toujours pas ?» affirma Otu, qui, s'il était un peu plus grand que Kémia, avait drôlement rapetissé depuis quelques instants, si bien qu'il devait lever les yeux pour la regarder. « Pas question d'avaler ma gaffe, ma vie avant celle du pays. »« Vous êtes un couard. »« Oui, ce n'est pas une question, » dit-elle en le lâchant, sa main pressée au-dessus de sa hanche. « Et comment je fais, maintenant, pour aller le trouver ? » ?»« Je peux vous ramener à Gans. » Le regard de sa cliente lui indiqua que cette proposition était mal reçue. « Écoutez, chérie, Kémia, parlez un prénom. Vous voulez qu'on parle du vôtre, peut-être ? Fel, moi, il peut se raccourcir. Moi aussi. Oh, mais c'est pas la question. Je ne vous emmènerai pas chez Azir simplement parce que Hook vous l'a demandé. »« Hook ?» répéta alors abasourdi la Talévoise qui s'était jusqu'alors tenue en retrait. « Hook ?» confirma le pirate, fâché d'avoir été interrompu pour si peu. « Hook ?» ?»« Oui !» s'agaça Otu. « Il y a de l'écho ici, dites donc. Azir ne prendra jamais part à une guerre perdue d'avance. Je les vois du ciel, les légions de Liar. Sans compter les vivernes, ces satanés dragons mutants qui nous prennent régulièrement pour cible. Une seule armée pourrait les vaincre, celle du roi Rydian. Et où est-elle ? Chez Kiki. Enfin, chez Kuroakuma. Pourquoi ? Parce qu'il a enlevé la fille du roi, tout simplement, et qui se trouve dans le camp d'en face, un vieux tonton magicien, un homme tout droit sorti des histoires qu'on raconte aux enfants, et une femme. Vous oubliez les vampires. Non, les vampires sont du côté de Kuroakuma. Pas tous. Otu accusa cette nouvelle avec scepticisme. En vérité, il n'y en avait que 2, mais Kémia ne comptait pas donner davantage de précision aux pirates.
Il s'assit sur une caissette. « Et toi ?» tonna une voix. La jeune femme près de Kémia tressaillit. Venait vers eux une armoire à glace dont les pas faisaient trembler le sol aride. Tête courtaude en haut d'un torse taillé pour tirer seul une armada depuis la côte, il avait l'air furax. « Qui est ce joyeux chouf ?» s'empressa Otu. « Et surtout, à qui s'adresse-t-il ?»« C'est Areg !» lui dit la jeune femme, sa poitrine bombée mais la lèvre inférieure tremblante. « Bien, ça répond à la première partie de la question. C'est toi le pirate ?» poursuivit le dénommé Areg en s'arrêtant près d'eux. « Et voilà la réponse à la deuxième, » murmura Otu avant de se relever. « Oui, mon cher, que puis-je faire pour vous ?»« Elle te plaît, ma sœur ?» Moment de silence. « Votre sœur ?» bafouilla Otu, confus. « Mais c'est qui votre sœur ?»« Tout à l'heure, à la taverne. Tu as reluqué ma sœur. »« Ah, veuillez m'excuser, j'ignorais que, sans lui laisser le temps de finir, le colosse lui asséna une formidable droite. »« Mais ça va pas ?» s'indigna Kémia. « Ta gueule, toi !» dit Areg en même temps qu'il la gratifiait d'une gifle sur la joue. Les oreilles qui lui sifflaient, Kémia secoua la tête, une main sur ses lèvres. Elle voulut protester, il en remet une deuxième sur l'autre joue. « Ton mari ne t'a jamais appris à te taire. Quant à toi le pirate, si jamais tu reposes une seule fois les yeux sur ma sœur, je t'aplatis la tête entre deux cailloux, c'est clair ?»« Transparent ?» assura Otu. Areg s'éloigna, ceux qu'il croisait s'effaçant sur son passage. « C'est qui ce type ?» demanda Kémia à la jeune femme. « Le champion du sultan. Et il est champion de quoi, si je ne suis pas indiscret ?» s'enquit Otu. « Pas d'échec, à mon avis, » hasarda Kémia en se frottant les joues. « J'en ai un à vendre, si vous voulez, » glissa le pirate. « Un plateau, c'est un gladiateur. » lâcha la talévoise. « Pas la peine de se demander comment un machin comme ça est devenu champion, » renifla Otu. « Entourant le précédent, il devait pas être costaud. » « C'était mon père. »